Bonjour. Alors aujourd'hui, on va commencer le dernier chapitre qui porte sur une introduction à la théorie quantique de la diffusion. Alors, la diffusion, comme vous le savez, nous avons déjà traité la diffusion Compton. Vous avez déjà rencontré la diffusion Thomson. Donc, c'est tous les phénomènes de collision avec ou sans échange d'énergie, dans laquelle le faisceau incident va subir un changement de direction. Et donc, les mesures du faisceau diffusé, la direction d'émission, leurs énergies, etc., va permettre d'apporter des renseignements sur la matière au niveau microscopique. Donc, on va résumer en disant qu'un grand nombre d'expériences de physique consiste à diriger donc un faisceau de particules obtenu, par exemple à l'aide d'un accélérateur, sur une cible constituée de particules à étudier les collisions qui en résultent. Donc on va détecter les différentes particules qui composent l'état final du système, c'est-à-dire l'état après la collision, et on mesure leurs caractéristiques, leurs énergies, leur direction d'émission et ainsi de suite. Le but d'une telle étude est évidemment de déterminer les interactions qui existent entre les diverses particules intervenant dans la collision. Donc dans ce petit dessin, je vous ai montré par exemple le milieu qui nous intéresse, c'est celui-là. Après, je vais dire que sur ce petit domaine-là, il existe un potentiel qu'on va appeler potentiel diffuseur V de R. Mon faisceau incident est suivant par exemple 1 ou là la direction 2 et mon faisceau diffusé va partir en 1' et en 2'. Donc on peut étudier les caractéristiques de tous ces vaisseaux-là et en déduire les particularités du milieu diffuseur. Alors je vais commencer donc par définir la section efficace qui a le même sens que celui qu'on a déjà introduit dans les lasers. Alors, si je considère un faisceau qui est focus, qui est dirigé uniquement suivant la direction Z, et donc je vais appeler ça les particules incidentes, le potentiel V de R est localisé autour de l'origine O des coordonnées. Voici donc le schéma correspondant. Voici la zone d'action du potentiel que je vais supposer très faible. Il faut imaginer donc ma matière ici de l'ordre du Langström ou là encore moins pour les gens qui font des hautes énergies. Vous avez un faisceau de particules, quelle qu'elle soit, ou d'ondes d'ailleurs, incident, qui est dans mon cas suivant la direction Z. Et je vais récupérer les particules, ou là les ondes d'ailleurs, qui sont diffusées dans une direction bien précise que je peux repérer par un angle θ. Alors évidemment, mon détecteur a une ouverture d'angle solide oméga. Je ne vais mesurer que le nombre de particules qui passent dans cet angle solide oméga. Il faut également noter ici que le détecteur se situe en règle générale très loin devant la région où règne le potentiel diffuseur V de R. Je reviendrai tout à l'heure à cette hypothèse-là. Donc, on va noter D, le débit de particules du faisceau incident, c'est-à-dire tout simplement le nombre de particules qui traversent par unité de temps une unité de surface perpendiculaire à OZ et qui serait placée dans la région des Z très grand négatif, c'est-à-dire tout simplement, supposer que je suis ici, je vais prendre une section unitaire et je vais compter tout simplement le flux de mes faisceaux qui coupent ma surface unité pendant un instant T. Ça s'appelle le débit, c'est le même qu'on a déterminé ou là qu'on a introduit dans les lasers. Je vais disposer donc loin de la région où règne le potentiel V et dans la direction repérée par les angles polaires θ et φ, un détecteur dans l'ouverture est d de oméga. Et je vais compter donc le nombre de particules dn qui sont diffusées dans mon détecteur, là dans la direction θ φ. Alors ça va être dn sur d d'oméga égale le nombre initial de particules et seules vont être diffusées celles qui auront parcouru la section efficace.
Je vous rappelle que la section efficace, c'est tout simplement une probabilité pour que la particule initiale soit diffusée dans la direction θ et phi. Alors, on va donc étudier la diffusion sur le plan quantique. Donc, pour ce faire, je vais écrire l'équation de Schrödinger, mon hamiltonien finalement, qui correspond à l'interaction du faisceau incident avec le potentiel diffuseur V de R. Nous allons supposer que le potentiel V de R décroît à l'infini plus vite que 1 sur R. Donc, j'ai déjà dit que ce potentiel, il est très localisé sur un tout petit domaine, ici, là, de l'ordre de l'angstrom, sinon moins, et que mon détecteur, il est placé à des distances qui sont de l'ordre du demi-mètre, minimum 50 cm. Donc, le V de R, il décroît en 1 sur R, au moins 1 sur R, N, on va dire. Également, le cas du potentiel coulombien, il est particulier, mais on peut éventuellement, si on a le temps, le donner en TD. Nous considérons que la diffusion ne fait pas intervenir le spin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de diffusion du spin, mais dans ce chapitre-là, je ne vais pas tenir compte de l'effet de spin. Également, je ne vais pas tenir compte de l'effet d'interférence entre les particules incidentes et les particules diffusées. Je vais supposer que toutes les particules sont indépendantes entre elles et je ne vais regarder que finalement l'interaction des particules avec le potentiel V de R. Alors, donc l'hamiltonien indépendant du temps, H égale P carré sur 2m plus V de R, l'équation aux valeurs propres correspondantes, H psi égale E psi. Je vous renvoie au Cohen-Tannoudji, numéro 2, dans lequel vous allez trouver en premier chapitre la théorie quantique de la diffusion et qui détaille toute la démonstration qui nous ramène finalement aux états stationnaires. Ici, vous voyez bien que pour que j'utilise l'équation aux valeurs propres, il a fallu dire que mon paquet d'ondes est un paquet d'états stationnaires et que ma fonction psi de R et de t est égale psi de R fois exponentielle moins i h t sur h bar. D'accord? Et je somme donc sur tout le paquet d'ondes correspondant. Donc, je vous renvoie au Cohen-Tannoudji pour ce petit détail auquel nous pouvons passer pour l'instant. Alors, si je suppose que le processus de diffusion est élastique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais considérer la diffusion qui ne fait que conserver l'énergie de départ. Je rappelle que l'énergie de départ consiste en un faisceau d'incidents qui est indépendant. Donc ici, les particules ne possèdent que leur énergie cinétique. Si je suppose que j'ai une diffusion élastique, ça veut dire que mon énergie ici, là, dans l'équation de Schrödinger, eh bien, c'est une énergie de particules libres que je vais appeler h bar carré, k carré sur 2m. K étant bien évidemment le vecteur d'onde de l'onde libre correspondante. De la même manière, je vais poser V de R égale h bar carré sur 2m fois U et l'équation aux valeurs propres va alors devenir, je vais remplacer P carré sur 2m par moins h bar carré sur 2m laplacien. Ici, s'il vous plaît, nous sommes en coordonnées sphériques, nous sommes à 3 dimensions. Je remplace l'énergie E par moins h bar carré k carré sur 2m que je ramène sur le côté gauche. Et puis pareil, le V de R, je vais l'écrire sous la forme h bar carré sur 2m U que voici. Partout, je vais simplifier par moins h bar carré sur 2m et vous obtenez donc l'équation caractéristique de la diffusion qui est la suivante. Donc Laplacien plus k carré moins U psi égale 0. Le but est de résoudre, bien évidemment, la fonction d'onde psi. Alors pour le résoudre, nous allons procéder par la forme asymptotique de la solution. En fait, nous allons toujours chercher une forme asymptotique de la solution. Pourquoi? Pour la simple raison que nous avons dit que le potentiel V de R est très localisé
et que quand je vais mesurer mes particules diffusées, eh bien, je vais me placer sur des distances qui sont très loin par rapport aux distances des particules ayant interagi avec V de R. D'accord? Donc, je vais appeler ça un comportement asymptotique quand R tend vers plus l'infini. Alors, pour des temps négatifs, ça veut dire c'est des temps avant la collision. Les temps négatifs se situent ici. Les temps positifs très grands se situent ici. D'accord? Donc, pour des temps négatifs, la particule considérée est une particule libre et son état est représenté par un paquet d'ondes plane. Par conséquent, la fonction d'onde stationnaire incidente est de la forme exponentielle IKZ. Alors évidemment, ça c'est une onde plane qui correspond au dessin que j'ai choisi ici. Ça veut dire mon faisceau incident, il est passé par un collimateur. Je n'ai pas de divergence dans l'espace et tous mes faisceaux sont parallèles à Z. Ça veut dire le vecteur d'onde de propagation K. Vous voyez bien qu'il est suivant Z. Évidemment, dans le cas général, si vous avez un faisceau incident qui est divergent, vous pouvez utiliser un vecteur d'onde K qui a toutes les directions possibles. D'accord? Mais ici, je me restreins à un cas simple dans lequel mon faisceau incident possède un vecteur d'onde qui est suivant Z. Donc, j'associe à ces particules libres-là un faisceau, donc une onde plane qui a la forme tout simplement exponentielle IKZ. Maintenant, pour des temps positifs, grand, l'état est la somme d'un paquet d'ondes transmises poursuivant leur propagation le long de OZ dans le sens positif. Donc, ça veut dire que je dois retrouver exponentielle IKZ. Pourquoi? Parce que l'ensemble de faisceaux ne va pas être diffusé. Seule une infime partie qui aura subi la diffusion va changer de direction. Donc finalement, à la sortie du potentiel V de R, je vais retrouver le même état exponentiel IKZ, sauf que je ne vais pas l'appeler incident, je vais l'appeler transmis. En plus, je vais lui ajouter le paquet d'ondes diffusées dont la fonction d'onde est appelée psi-d. D'accord? Alors, l'onde diffusée psi-d doit respecter certaines caractéristiques. Premièrement, pour R très grand, puisqu'on a dit on place notre détecteur très loin, alors il possède les caractéristiques suivantes. Quand R tend vers l'infini, les régions où ne règne plus le potentiel V de R, je suis en dehors du domaine d'action de V de R, ça veut dire il tend vers 0. Alors ça veut dire que dans mon équation ici, quand R tend vers l'infini, U de R tend vers 0, puisqu'on a dit il est au moins comme 1 sur R à la puissance n. Donc je vais faire tendre U vers 0 et j'obtiens le Laplacien plus K carré fois psi égale à 0. Voici comment devient mon équation aux valeurs propres quand R tend vers l'infini. Cette équation-là, la solution est une onde sphérique. Ça, c'est une onde sphérique. N'oubliez pas que le Laplacien est en coordonnées sphériques. Donc, il est aisément facile de vérifier que ça, c'est une solution de cette équation différentielle. D'accord? Voici donc psi-d. Premièrement, donc vous allez me dire on a fini, oui, mais la diffusion n'est pas un phénomène isotrope. Ça veut dire qu'elle ne se passe pas de la même manière dans toutes les directions. Cela veut dire que psi-d doit dépendre des directions θ et de phi. D'accord? Puisque à chaque fois que je change le détecteur θ, l'onde psi-d, elle dépend de la distance r, certes, mais également de la position θ et phi de mon détecteur. Finalement, je peux écrire que le comportement asymptotique quand R tend vers l'infini, mon état de l'onde diffusée, c'est l'onde transmise, celle qu'on a dit qui n'a pas subi de diffusion, plus l'onde diffusée, qui est la forme solution de cette équation de Schrödinger, c'est une onde sphérique, mais comme elle doit dépendre de θ et de phi, je vais la multiplier par une fonction qui dépend de θ et de phi. D'accord? Alors, on va appeler f de θ et de phi l'amplitude de diffusion
par le potentiel V de R.